Bonjour Monsieur Lionel Véron. Depuis l'élection de Donald Trump, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont dégradées rapidement avec d'abord la guerre commerciale, ensuite les accusations réciproques au sujet du Covid-19 et puis aujourd'hui une confrontation sur quasiment tous les fronts, au point que certains évoquent une nouvelle guerre froide, voire le risque d'un conflit militaire. Comment expliquez-vous cette dégradation? Aurait-elle pu être évitée si Donald Trump n'avait pas été élu président il y a 4 ans? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la politique de pivot vers l'Asie, ça n'est pas la politique de Trump, c'est la politique du président Obama. C'est fin 2011. Or, la politique de pivot vers l'Asie, c'est le lancement d'une nouvelle guerre froide avec la Chine qui ne dit pas son nom, même si les Américains ont toujours dit depuis que non, ça n'était pas du tout dirigé contre la Chine. Il est évident que c'était dirigé contre la Chine et contre son développement dans la région Asie-Pacifique. Donc je crois qu'il faut se souvenir de cela pour ne pas tout mettre simplement sur l'élection de Donald Trump et le fait que le personnage est complètement fantasque, inculte et agité, mais ça correspond à une tendance qui est une tendance antérieure à Donald Trump. En fait, ce qu'a fait Donald Trump depuis son arrivée, c'est simplement dire, parce qu'il ne sait pas se retenir, dire de manière très ouverte et très franche ce qui était la politique des États-Unis depuis déjà un certain nombre d'années vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire la volonté de contrer l'émergence de la Chine, tout simplement parce que les experts, disons, américains ont pris conscience de la gravité pour les États-Unis de cette émergence chinoise et du fait que c'était une menace mortelle contre l'hégémonie absolue des États-Unis qu'ils ont en réalité depuis la fin de la guerre froide avec l'Union soviétique. Donc Donald Trump, son arrivée, disons, au pouvoir sur ces questions internationales, elle correspond simplement à la mise en œuvre de manière très ouverte et très agressive d'une politique qui préexistait à lui et à son administration. Donc je pense qu'en réalité, oui, on aurait pu éviter, s'il n'avait pas été élu, on aurait pu éviter la confrontation directe et violente, on peut dire, entre la Chine et les États-Unis, mais la confrontation était inévitable. Et elle était déjà lancée depuis 2011, depuis fin 2011. Donc je crois au fond que l'on devrait être reconnaissant à Donald Trump, y compris en Chine, d'avoir révélé la nature même de la relation entre les États-Unis et la Chine et la perception que les Américains ont de cette émergence chinoise. La pandémie de Covid-19 est un sujet que l'administration Trump exploite jusqu'au bout pour accuser la Chine. Beaucoup expliquent cela par le fait qu'elle a fait de la Chine le parfait bouc émissaire pour masquer le fiasco total de sa gestion de la pandémie sur le sol américain. Qu'en pensez-vous? En renvoyant la responsabilité à la Chine, pensez-vous que Donald Trump et son administration pourront faire oublier la leur au peuple américain et ainsi éviter les conséquences qu'ils devraient subir? La question de la responsabilité des dégâts causés par la pandémie aux États-Unis, je ne crois pas qu'au fond, et nous allons le voir dans les 2-3 mois qui viennent, je ne crois pas au fond que les électeurs américains dans leur ensemble, dans leur majorité, en imputent la responsabilité réellement à Donald Trump. Je crois que d'abord, il y a encore une fois cette dimension idéologique qui fait que aux États-Unis, l'électorat Trump, qui est quand même large, n'est pas capable de regarder plus loin que le bout de son nez, donc il n'est pas capable de comprendre autre chose que ce que lui dit Trump. Et Trump continue et son administration à dire à quel point ils ont été efficaces dans la gestion du Covid-19. Donc je ne crois pas qu'en réalité, cette pandémie, et peut-être est-ce que je me trompe, mais je ne crois pas que ça aura un impact majeur ou déterminant sur l'élection qui arrive, parce que, encore une fois, parce que les électeurs américains ne comprennent pas grand-chose de cette situation et ont tendance à écouter ce qu'on leur dit lorsque ça vient de gens comme Donald Trump ou de son administration. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire oublier parce que quelque part, peut-être dans un mois ou deux, ce sera déjà oublié cet aspect-là face au chaos que, on le voit, que Donald Trump est en train de semer
et qu'il va continuer à semer dans les 3 mois qui viennent avant l'élection. À mon avis, la pandémie ne sera même plus un sujet majeur dans les 2-3 mois qui viennent. Le sujet majeur, ce sera de la politique purement intérieure sur cette question d'élection, de vol des élections, etc. Mais je pense que les électeurs auront déjà largement oublié la pandémie. Fermeture de représentations diplomatiques, expulsion de journalistes, sanctions d'entreprises et de particuliers chinois, les mesures hostiles envers la Chine de l'administration Trump semblent se radicaliser de jour en jour. Beaucoup attribuent cela à la tenue de l'élection présidentielle américaine dans quelques mois. Comment les résultats des prochaines élections présidentielles pourraient-ils affecter les relations entre les deux pays? Est-il envisageable que ces mesures radicales soient rapidement rectifiées après les élections? Il faut revenir, je pense, à la stratégie de fond des États-Unis vis-à-vis de la Chine, au-delà de Donald Trump. La stratégie de fond aujourd'hui, elle est d'empêcher la Chine de devenir le numéro 1 mondial, que ce soit d'ailleurs sur le plan économique ou plus tard sur le plan stratégique, même si sur le plan stratégique, ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Mais c'est une stratégie de containment vis-à-vis de la Chine. Donc que ce soit un Donald Trump ou que ce soit un Joe Biden qui soit élu, sur le fond de la politique américaine, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui peut changer effectivement entre un Trump et un Biden, c'est simplement la manière d'exprimer les choses et la volonté, sans doute du côté de Biden, d'atténuer ou de calmer un peu les relations tout en gardant les mêmes objectifs. D'ailleurs, Joe Biden, on le voit sur la campagne démocrate, la Chine est un des thèmes centraux de la campagne en cours chez les démocrates aussi, pas seulement chez Trump. La relation avec la Chine, on a l'impression qu'il y a une sorte de compétition entre les démocrates et les républicains sur celui qui sera le plus ferme vis-à-vis de la Chine. Donc les démocrates accusant aujourd'hui même Donald Trump au-delà des discours, de ne pas être assez ferme vis-à-vis de la Chine. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que seront les relations sino-américaines après l'élection de novembre. Je crois que ce sont définitivement des relations qui vont être conflictuelles, avec un niveau de conflictualité qui change sans doute dans le vocabulaire entre Trump et Biden, mais qui en réalité sur le fond ne change pas. C'est-à-dire que Biden, et nous l'avons vu sur d'autres dossiers, comme le dossier de Jérusalem par exemple, Biden ne remettra pas en question un certain nombre de décisions qui auront été prises par Trump vis-à-vis de la Chine. Je pense que la seule chose qui peut, à la marge, évoluer, c'est la question de l'affrontement commercial, où il y aura davantage de discussions parce qu'il y a chez les démocrates un groupe, disons, lié au milieu d'affaires qui a conscience que Trump est en train d'enfoncer en réalité l'économie américaine en attaquant la Chine de front et qui, eux, militeront pour certainement un rééquilibrage des relations entre la Chine et les États-Unis, mais pas un conflit commercial entre les deux. De manière générale, quel est l'état de l'opinion publique en Europe eu égard à la dégradation des relations sino-américaines? Selon vous, quelle serait la bonne approche pour les décideurs européens dans leur relation avec ces deux grandes puissances qui sont en confrontation tous azimuts? Sur la question des opinions publiques, il me semble que aujourd'hui les opinions publiques européennes, dans leur ensemble, et je n'ai pas de statistiques, mais dans leur ensemble, sont plutôt favorables, disons, à une approche de Trump, à l'approche de Trump vis-à-vis de la Chine, pour des raisons que l'on évoque souvent, la question de la menace chinoise, la question de la pénétration économique chinoise en Europe, c'est-à-dire à travers les entreprises, etc. Et puis la question le dossier de la nouvelle route de la soie, en français. Donc il y a dans les opinions publiques cette hostilité sourde vis-à-vis de la Chine qui fait que l'on pense que les Américains ont peut-être la bonne aujourd'hui stratégie vis-à-vis de la Chine sur le plan économique et commercial. Je ne parle pas stratégique, mais uniquement économique et commercial. Maintenant, nous avons vu les dirigeants européens, à l'exception peut-être de Mme Merkel, s'aligner quand même assez largement sur les positions américaines, sur un certain nombre de dossiers, y compris l'Union européenne elle-même, la Commission européenne, nous l'avons vu dans les échanges du 22 juin dernier entre les dirigeants chinois et les dirigeants de l'Union européenne.
il y a cette tendance aussi à considérer avec une certaine hostilité la Chine, et pas toujours pour les bonnes raisons, puisque là, il n'est pas seulement question, nous l'avons vu en juin, il n'est pas seulement question des problèmes commerciaux qui peuvent se discuter. La question commerciale, effectivement, il y a un besoin de rééquilibrage entre l'Union européenne et la Chine sur le plan commercial. Il y a un certain nombre de pratiques qui doivent certainement changer des deux côtés, mais aussi donc du côté chinois. Mais en même temps, il y a des dossiers qui font obstacle et qui sont des dossiers dits de droits de l'homme pour lesquels là, il n'y a en réalité pas de solution dans cette relation entre l'Union européenne et la Chine. Je veux dire par là que lorsque l'Union européenne et un certain nombre d'États européens critiquent la Chine ou utilisent l'affaire de Hong Kong comme un dossier bloquant dans les relations avec la Chine, là il n'y a pas de solution parce que la Chine ne va pas revenir en arrière sur cette question de loi de sécurité nationale comme elle ne reviendra pas en arrière sur sa position vis-à-vis de Taïwan. Donc je pense qu'il y a les dirigeants européens, s'ils veulent que l'Union européenne survive en tant que pôle alternatif à la puissance américaine, les dirigeants européens ont aujourd'hui intérêt à prendre un peu d'indépendance par rapport à leur position précédente, parce qu'ils ont tout de même peu d'indépendance vis-à-vis de Washington, on l'a vu dans beaucoup de dossiers, et à essayer d'être effectivement un pôle de discussion, d'échange, de coopération avec la Chine, même si ils doivent faire respecter les intérêts de l'Union européenne, ça c'est normal, chacun fait de même de son côté, mais en même temps ne pas suivre aveuglément les positions américaines ou les positions d'un certain nombre de lobbies, je dirais, en Europe, sur ces questions notamment de droits de l'homme, ce qui ne signifie pas ne pas discuter des droits de l'homme. On peut discuter parce que nous avons des conceptions différentes, divergentes du concept de droits de l'homme, mais ça ne peut pas être des obstacles à une relation coopérative entre la Chine et l'Union européenne. Ce sont des sujets de discussion, je dirais, que l'on peut avoir dans des forums fermés entre dirigeants européens et dirigeants chinois, mais pas comme facteur de blocage. Certains disent que derrière toutes les confrontations entre la Chine et les États-Unis se joue la lutte entre deux idéologies, deux modèles politiques, celui de la démocratie libérale et celui du socialisme aux caractéristiques chinoises. Les États-Unis et l'Occident dans son ensemble, malgré leur besoin de faire des affaires avec la Chine, voient leur système politique toujours menacé. Aujourd'hui, certains prônent le découplage avec la Chine. Cela est-il réaliste? N'y a-t-il pas moyen pour l'Occident et la Chine de continuer à coopérer malgré ces différends idéologiques? D'abord, il faut dissocier la dimension politique que vous avez évoquée de la dimension économique. Le découplage, en réalité, c'est une question économique qui était évoquée aujourd'hui, qui est évoquée par les États-Unis, mais aussi par les Européens lorsqu'ils parlent, par exemple, des relocalisations d'activités économiques, ramener en Europe, dans l'Union européenne, des activités qui avaient été délocalisées en Chine. C'est cette forme comment dire, souverainisme économique auquel on assiste aujourd'hui. Je pense que ça va rester, c'est un phénomène qui va maintenant s'ancrer un peu dans la durée, mais qui n'est que très partiellement réaliste. Aujourd'hui, il est évident que les activités économiques menées par beaucoup d'entreprises européennes en Chine ne seront pas relocalisées en Europe. C'est une plaisanterie et c'est du populisme de la part des dirigeants européens, de certains dirigeants européens, de prétendre que l'on va ramener les activités économiques en Europe. C'est d'autant plus drôle qu'en réalité, les dirigeants qui évoquent ça, qui évoquent cette forme de découplage, disent nous allons ramener dans l'Union européenne les activités économiques pour recréer de l'emploi, de l'activité, etc. Alors qu'en réalité, nous savons que ces activités économiques qui vont quitter la Chine, elles ne vont pas revenir dans l'Union européenne, elles vont aller au Vietnam, elles vont aller en Afrique du Nord, mais elles ne vont pas revenir dans l'Union européenne parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui dans l'Union européenne, à cause de notre système économique et social, de relancer ces activités économiques. Donc je crois que cette partie économique est à dissocier complètement de la dimension politique que vous évoquiez par rapport à la partie idéologique. Moi je crois qu'il y a des vraies questions à se poser par rapport à ces discours que l'on entend
Les Américains en particulier, et accessoirement les Européens, veulent changer le système chinois. Politique, j'entends. Ça, c'est clairement un objectif. Comme d'ailleurs, ils veulent changer le système en Iran ou ailleurs. La question, puisque l'on parle de menace, c'est est-ce que la Chine, avec ce système politique de socialisme aux caractéristiques chinoises, est-ce que la Chine prétend aujourd'hui diffuser son modèle en Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté chinoise d'étendre ou d'imposer dans des pays européens son système politique? Je crois que la réponse, elle est non. Ça me paraît être une évidence. Donc il n'y a pas de menace politique dans ce sens-là dans l'Union européenne par rapport à cette question idéologique. Je crois simplement que la dimension idéologique joue sur deux points. Elle joue d'une part sur cette incapacité à reconnaître que la Chine dirigée par un parti communiste aujourd'hui et depuis les réformes depuis 1978 ait été capable de réussir là où d'autres ont échoué. Et quand je dis d'autres, c'est évidemment l'Union soviétique par rapport au Parti communiste, mais il faut bien dire que c'est aussi par rapport à un grand nombre de pays européens, voire aux États-Unis, en termes d'égalité, en termes d'accès aux ressources, etc. Il est évident que ça pose une question idéologique. Pourquoi est-ce que le Parti communiste chinois réussit là où nous échouons? Je crois que ça, c'est une vraie question idéologique. Et la deuxième, sur le plan idéologique, pour revenir à cette question de type de modèle politique, c'est que notre grande crainte, et ça nous le voyons très bien dans les discours, c'est que le système chinois, alors je ne dis pas socialisme aux caractéristiques chinoises, je dirais hiérarchie des priorités de développement. C'est-à-dire, est-ce que la hiérarchie, la priorité du développement pour des pays en voie de développement, est-ce que c'est d'abord le développement économique, puis le développement social qui va avec, puis en dernier ressort le développement politique, ou est-ce que c'est l'inverse? Or, nous, depuis toujours, depuis les indépendances, les Européens prétendent, comme les Américains, que la priorité numéro un, c'est le politique, et que le système politique parlementaire, de démocratie parlementaire, entraîne le développement économique et social. Ça, c'est la logique que l'on essaie d'imposer en réalité aux pays en voie de développement et que l'on impose, pas seulement essayer, depuis des décennies. Là où la position chinoise, c'est le développement économique et social générera le développement politique et éventuellement l'ouverture politique, mais il n'y a pas d'ouverture politique sans développement économique et social. C'est la position chinoise et c'est là qu'il y a une véritable compétition entre deux modèles, parce qu'au fond, le modèle que nous avons appliqué depuis les indépendances a énormément servi les intérêts économiques et stratégiques des pays occidentaux. C'est une évidence. Et nous ne voyons pas d'un bon œil un système différent venir expliquer à nos amis africains ou arabes que finalement, le modèle n'est peut-être pas le bon et qu'il faut d'abord privilégier le développement économique et social avant de parler de démocratie politique. Et je pense que le vrai conflit sur le plan idéologique, en fait, il se situe là. Ça n'est pas la conquête de la planète, c'est le maintien d'une hégémonie politique occidentale sur les pays en voie de développement, en termes de modèle.